Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donne envie de sourire. Et aujourd'hui, je reçois Philippe Chapeau, un smile créateur de liens. Bonjour Philippe, ça va ? Salut, ouais, ça va très bien. Alors, je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans cet épisode. Tu es la personne qui a permis que ce podcast existe. Oui, car avoir une idée, c'est bien. Après, il faut la réaliser et il faut trouver le bon environnement. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé ici à la podcast et radio house de Brive, que tu diriges et que tu as fondé quand j'ai voulu créer ce podcast. Et c'est ici que tous les enregistrements et toutes les émissions sont enregistrées. Et dès le début, tu as été soutenant, toujours disponible pour répondre à une question, à la technique. Et il faut dire que j'en avais pas mal. Et tu as beaucoup de patience. Alors, je te remercie vraiment pour ton accompagnement sur ce podcast. Et en même temps, j'ai découvert tout l'univers que tu proposes ici. C'est incroyable quand je me dis qu'on a la personne, qu'on édite le magazine du podcast ici, à Brive-la-Gaillarde, une référence nationale. Donc, on peut être fiers et j'ai hâte que tu nous partages aussi comment tu es arrivé à créer ce lieu et tout ce que tu proposes dans ce lieu qui est formidable, donc la maison de la radio et du podcast à Brive, parce que tu as un sacré parcours et ça, c'est intéressant. On partage une valeur importante ensemble autour du lien et des projets. Et comme tu dis souvent, peu importe ce que tu fais, tu es toujours à fond. Et tu as une nature aussi très heureuse. Alors, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que cette présentation te convient ? Très bien, c'est mon activité de tous les jours, le bureau que j'utilise tous les jours. C'est vrai que je ne travaille pas beaucoup dans la région, j'ai plutôt des clients qui sont un peu partout ailleurs qu'à Brive-la-Gaillarde, même si depuis quelques années, on fait pas mal de choses avec la Foire du Livre. Ah, Ouais, top. ouais. Qu'est-ce que vous faites avec la Foire du Livre ? Le livre audio. D'accord. Ouais, on a commencé à se mettre dans le livre audio. Et puis, on a des casques, tu sais, des casques, ça s'appelle des silent discos. C'est des casques où on émet des livres audio, on diffuse des livres audio ça fait un peu garderie pour les enfants. Et puis, il y a des livres audio adultes qui sont intéressants. Donc, on fait découvrir le livre autrement par le biais de l'audio. Et c'est en train de se développer beaucoup en France. C'est très, très important en Allemagne, aux États-Unis. Toutes les stars veulent enregistrer leurs livres audio. Ce n'est pas encore le cas en France. Et donc, j'essaie de fédérer tous les acteurs qui éditent des livres audio, Audible, Audiolib. Il y a Arte Radio qui fait des livres audio. Il y a plein d'acteurs qui font ça. Donc, on les fédère. Et puis, on fait écouter des livres audio pendant les 3 jours de la Foire du Livre. Ah bah formidable. Alors, on a une question traditionnelle sur le podcast quand on arrive, c'est qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a donné le sourire aujourd'hui ? Alors, bizarrement, c'est d'avoir perdu le plus gros exposant du salon de la radio. C'est complètement antinomique parce que d'habitude, ça me fout un espèce de truc dans le ventre parce que c'est mon bébé, le Paris Radio Show. C'est le salon qu'on organise depuis 2003 à Paris qui réunit tous les professionnels de la radio, de l'audio. Et donc, j'ai c'est mon plus gros exposant qui m'a dit je ne viens pas. Et en plus, je pars sur un autre salon, le salon de la télé. Incroyable. Ah ouais, ça fait... Et donc, en fait, j'ai eu le smile parce que, quelque part, ça m'a remotivé et réconforté dans le fait que je voulais encore plus continuer mon activité dans le secteur de la radio pour la valoriser et pour acter le fait qu'on a encore besoin, toujours besoin, et on aura toujours besoin de la radio, de la manière dont elle nous accompagne, même si elle traverse des périodes très, très, très difficiles. Donc le fait que lui ait envie de partir et qu'en plus, il aille dans le milieu de la télé, je me suis dit, c'est un signe. Il faut justement qu'on se renforce encore plus dans le milieu de la radio. Bah d'ailleurs, peut-être que tu peux nous dire, comment tu en es... Enfin, qu'est-ce qui se passe justement ici à la podcast Radio House ? Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée et aujourd'hui, qu'est-ce que... Alors, l'idée... qu'est-ce que vous faites ici ? L'idée, elle est née un peu, pas du tout liée au Covid, surtout au fait que j'avais passé beaucoup d'années à créer des tiers-lieux et à créer d'abord une cantine numérique à l'époque de la cantine numérique à Paris. Quand elles se sont créées, en parallèle, on a créé une cantine numérique à Saint-Viance avec Pierre Magnol.
On a créé un espace où les entreprises pouvaient se créer, se développer, et on était jusqu'à 15 entreprises à Saint-Viance dans un lieu qui s'appelait le 400. On a créé l'usine numérique qui était un lieu de formation. On a eu des difficultés, hein, bien entendu. Je ne suis pas là pour rentrer dans le détail de ces difficultés-là, parce que ce n'est pas facile de créer des choses quand on n'est pas dans des écosystèmes déjà existants ici. Et ensuite, le 400 a vécu très longtemps. Et dans le 400, il y avait un studio radio. J'avais toujours envie de faire de la radio parce que Pierre Magnol, lui, est plus dans la partie motion design, télé, cinéma. Il a fait les effets spéciaux de pas mal de films, et notamment un Excalibur, pas Excalibur, Alexandre Astier, tu sais, le film d'Alexandre Astier, Kaamelott. Ah oui. Voilà, il a fait en fait les effets spéciaux pas celui qui va sortir là, mais de celui d'avant. Okay. Et donc tous les deux, on avait vraiment un savoir-faire, on avait envie de partager. Et donc on a fait ça pendant très longtemps. Et en 2019, je commençais un peu à en avoir marre de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Parce que je passais 40% de mon temps de manière bénévole au 400, à être président et à m'occuper du développement du numérique dans le Limousin. Je faisais partie de la Liptic, j'ai fait beaucoup de choses pour la région et pour essayer de développer les usages. Sachant que la technologie était en train de se développer au niveau de la fibre optique, Dorsal et compagnie. Et donc, j'avais vraiment mis toute mon énergie sur ce développement-là. Et puis, j'ai quand même une boîte qui ne bosse pas du tout ici dans la région, puisqu'on fait des activités un peu partout dans le monde, mais sauf à Brive. Et donc, je me suis dit, il faut que je crée un lieu uniquement pour le secteur de l'audio, de la radio. Le podcast commençait à émerger. Ouais, c'était les débuts, c'est 2019. Alors non, le podcast a 20 ans. Ouais. Oui, non, mais les débuts des écoutes importantes, on va dire. Oui, ça commençait, c'est-à-dire que le Covid n'était pas encore arrivé, et j'avais lancé Le Pod, qui était le premier petit magazine sur le podcast, parce que au Salon de la Radio en 2017, j'avais commencé à réunir les acteurs du podcast. 2018, ils commençaient à se réunir. 2019, on a eu vraiment 60 exposants uniquement dédiés au podcast. C'était vraiment génial, et le pod a très très bien marché. Et puis je me suis dit, chouette, on va créer un lieu et je vais l'appeler Podcast et Radio. C'était quand même osé, parce que je savais que le podcast allait devenir quelque chose, mais c'était pas encore gagné. Ah oui, en 2019, j'imagine. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert le lieu en passant en voiture, j'ai vu Podcast House. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, il y a une maison du podcast à Brive, quoi. J'ai dit, incroyable, formidable. Il y a plein de gens qui nous disent qu'on pense qu'on fait des sonotones, tu sais. Il y a marqué radio, donc ils se disent soit ils font des radios, soit ils font des trucs pour l'écoute. Non, on sait pas trop ce qui se passe dans la radio house. Donc la radio house, c'est quoi ? C'est un lieu où j'ai réuni les radios locales ici, parce que je pensais qu'il y avait matière à les accompagner dans le matériel qu'elles pouvaient avoir et la mutualisation des outils. Donc on a fait avec RGB, Brenige à l'époque, et Totem est arrivé par la suite, et on a fait des accords avec Radiopac et avec Bram FM maintenant, pour essayer de coordonner tout ça, de faire en sorte que les radios locales puissent toujours avoir du matériel vraiment de dernier cri, parce qu'on a la chance avec le Salon de la Radio d'avoir du matériel incroyable ici. Et donc on a créé un espace avec des cabines la cabine dans laquelle tu es aujourd'hui, elle était au Salon de la Radio. C'est un fabricant polonais. Elles font 1,8 tonnes et on les a fait venir à Brive-la-Gaillarde depuis le Salon de Paris pour les installer à la Radio House, juste quand on s'est installé avant le Covid, janvier 2020. Ok. Et on est passé in extremis, et bien sûr on a ouvert pour fermer, puisque le Covid est arrivé. Et là maintenant, on a nos bureaux, et on loue des bureaux uniquement pour ceux qui sont dans le milieu de la radio. Ouais. Ou du podcast. Ou du podcast, comme moi, effectivement. Et des voix off. On a Chloé Dunn, que tu connais certainement, qui a une super voix off anglaise, et qui fait aussi du violon, qui a un groupe et qui vient pour faire des voix à distance avec les plus grands studios de production. C'est la voix de Orange en Angleterre, c'est la voix du RER à Paris en anglais, enfin, et elle vient à la Radio House pour enregistrer. Et puis on a des étrangers qui viennent enregistrer des livres audio. Ah oui, aussi. Qui sont en Dordogne, et qui sont des voix off connues, et qui viennent ici pour enregistrer des livres audio. Donc c'est un lieu assez original. Donc il y a le lieu, il y a le magazine papier.
Il y a le magazine Podcast Magazine. Podcast Magazine. Il y a le salon. Il y a le salon, il y a l'aide de la radio. Il y a un salon que j'organise à Casablanca, les Casablanca Broadcast Days, qui sont télé-radio. Je travaille avec Havas sur les Media Days. Et j'ai une autre société qui s'appelle RedTech, qui fait la même chose que l'aide de la radio, qui informe les professionnels, mais sur les 5 continents, avec un événement tous les ans en juin qui s'appelle le RedTech Summit, qui réunit 50 patrons, les plus grands patrons du monde entier. Incroyable, formidable. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai envie de savoir, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la tendance là, qu'est-ce qui va arriver parce qu'on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle, d'IA. Quelques mots, peut-être ton ressenti, toi, qu'est-ce que tu sens qui va arriver là, demain, après-demain, quoi? Moi, je pense qu'on est dans une période d'abord grisante, parce que l'IA, il y a 3 ans, personne n'en parlait. Et moi, je me disais, bon, l'audio était revenu un peu à ses lettres de noblesse. Tout le monde parlait d'audio avec les enceintes connectées, on parlait à sa voiture, hein, mais l'IA n'était pas encore vraiment arrivée. Et quand l'IA est arrivée, mais ça a été pour moi d'abord, je suis un geek, donc j'adore tout ce qui est technologie, donc tu peux imaginer que je suis ça de très, très, très près. Et puis, on avait un souci aussi avec l'audio, c'est que l'audio, tu sais, c'est des fichiers, et ces fichiers, en fait, on ne sait pas qui disent ces fichiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte lié à de l'audio. La radio, quand elle enregistre, voilà, même si tu la mets en podcast, et donc l'IA a apporté la transcription, a apporté le texte à l'audio. La transcription automatique. Donc le référencement, donc le fait que les IA maintenant peuvent trouver le contenu parce que c'est transcrit. Donc le texte est très important sur le net. Et pour l'IA, d'ailleurs, l'IA est basée sur du texte. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'IA. Donc tout ça, c'est assez révolutionnaire. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a tellement de fake, il y a tellement de choses fausses, on peut tellement remplacer par l'IA le vrai, et de plus en plus, et même en vidéo maintenant, avec VO3 qui vient de sortir, qui est incroyable. VO3, on lui demande n'importe quoi, il fait et la voix et de la vidéo, en 8 secondes, tu as des morceaux, tu as l'impression que c'est tellement réel. Donc, on ne peut plus croire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et il y a une telle désinformation, une telle abondance d'informations, un tel bruit d'informations que le média radio va renaître de ses cendres, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où les gens écoutent beaucoup moins la radio. Le podcast, bien sûr, grandit, mais c'est pas non plus écouté encore par énormément de gens. Moi, j'estime, même s'il y a des chiffres qui sortent qui disent que 50% de la population écoute des podcasts. Non, on est à peu près à 20% de la population qui connaît et écoute des podcasts. La radio, ils disent qu'on est 90% à écouter la radio tous les jours, mais c'est faux, complètement faux. Je dirais que la réalité, on est plutôt à 40% des gens qui écoutent la radio et qui sont plutôt des baby-boomers, des gens qui avaient l'habitude d'avoir des récepteurs. Oui, tout les jeunes, non. Les jeunes, alors, elles peuvent écouter de la radio sans le savoir, sur les réseaux sociaux. Ouais, en replay, en podcast, replay, des choses comme ça. Donc c'est de la radio aussi, mais différent. Ce qui est en train de se passer, c'est que la radio est encore le média qui est le plus cru. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, on pourra pas... C'est vrai, quoi. C'est des vraies personnes. Parce que derrière, il y a du fact-checking, il y a du recoupage de sources, il y a encore des vrais journalistes avec un vrai savoir-faire. Et ça, c'est de plus en plus rare. À la télévision, ça n'existe pas. La presse écrite, elle est très orientée. Et puis, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, on est toujours sur des écrans à lire des choses maintenant digitales. Il y a de moins en moins de papier. 20 minutes à arrêter la version papier. Tout le monde à terme, va arrêter la version papier. Il n'y aura plus que du digital. La version papier peut rester sur des options très B2B. Et même nous, on a arrêté notre magazine papier. Et on passe en pure player, donc c'est-à-dire que en digital, à partir de septembre. J'avais demandé à des jeunes, est-ce qu'ils avaient déjà acheté un magazine autour de 20 ans, hein. Bon, non. Moi, j'ai fait une formation avec des jeunes entre 20 et 25 ans. J'aurais demandé qui écoute la radio. Il n'y en a pas un qui a levé le bois. Oui. Il y avait Netflix, tout le monde quasiment, et Spotify, 80%. Oui, donc c'est en train de se redéfinir. Complètement, les usages, les paires d'oreilles partent ailleurs. Et donc, ça ne veut pas dire que la radio est morte. Ça veut dire simplement qu'il va y avoir un besoin aussi de nouvelle créativité au niveau de la radio, comme il y avait dans les années 80. Dans les années 80, c'était génial parce qu'il y avait une liberté, il y avait une découverte. Les radios, aucune radio ne faisait pareil. Tout le monde testait des nouveaux trucs. Oui, c'est ça. Donc là, il va y avoir en fait la différence. Il faut que la radio... Il y a deux critères. Un, le bruit, l'IA, le fait qu'il y a de la désinformation, qu'on ne peut plus croire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et deux, il faut que les radios
je dis pas refasse ce qu'elle faisait dans les années 80, je dis actionne l'audio pour que ça soit créatif, qu'on ait envie, que les gens aient à nouveau putain, j'ai envie de faire de la radio. Ouais, c'est ça. Qui aujourd'hui va avoir une radio et dire j'ai envie de faire de la radio? Personne. Parce que les radios, quand on les écoute, elles se ressemblent toutes. Il n'y a aucune différence entre les unes et les autres. Il y a quelques radios, je généralise parce qu'il y a encore des Skyrock, des Nova, et des radios de Radio France qui font un boulot incroyable et qui sont pure radio. Donc je pense que voilà, mais il y a un réveil réellement, et plus qu'un réveil, une action qui doit être menée par les radios et qui est mon boulot, c'est justement d'éveiller les mentalités et de faire en sorte que les gens actionnent et qu'on soit là pour réveiller un peu tout le monde. Okay. C'est pas facile, mais c'est pas facile. Non. C'est pas et facile. tout ça se fait de Brive. Ça s'est toujours Alors fait du coup, Brive. c'est là que je reviens un petit peu. Donc merci pour cette présentation de la podcasteuse, qui reste ouverte d'ailleurs, on peut le dire. Je mettrai les liens en dessous. Moi, je suis venue, j'ai toqué, j'ai demandé est-ce qu'on peut louer un espace, et voilà, en fait, c'est accessible. Mais du coup, et on adorerait avoir plein de gens qui, comme toi, il y en a quelques-uns, il y en a 2-3 projets qui sont venus, mais je pense que les gens n'ont pas forcément le réflexe, tu vois, il y a plein de jeunes qui viennent aussi parce que les enfants viennent, mais ils n'ont pas le réflexe, tu vois, ils se disent pas. Et c'est vrai qu'il y a des écoles qui m'ont demandé, tiens, comment est-ce que tu fais ? Donc je pense qui voudraient créer leur podcast ou même dans le milieu associatif. Donc venez, il y a un très bon accueil. Mais en même temps, dans Smile in Brive, ce qu'on aime bien aussi, c'est parler des personnes. Et donc, merci pour ce partage-là. Et ce que je te propose, c'est aussi de dire, parce que tu as quand même un sacré parcours atypique. Tu as parlé du 400, tu as parlé de la radio. Voilà. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes aventures professionnelles et quel est ton fil rouge aussi qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là ? C'est marrant parce que j'ai parlé de fil rouge encore hier avec l'ancien patron de la RTBF, donc Radio-Télévision francophone belge, avec qui j'interviewais pour une émission que je lance à la rentrée. Et mon fil rouge, il est né en fait à Limoges, étrangement. Pourquoi ? Parce que je suis prof de tennis, moi, à l'origine. Donc ça, c'est mon premier métier. À 16 ans, je suis parti pour faire sport-études. D'abord à Narbonne, ensuite au Cap d'Agde. Ensuite, je suis parti chez Bollé-Thierry. D'abord, je suis parti dans les pays à l'étranger avec Pierre Barthès, en tant que prof détaché à l'étranger. Ensuite, je suis parti en Floride. Ensuite, je suis revenu à Toulouse. Ensuite, je suis parti dans d'autres pays. Et j'ai terminé en Suède ma carrière de coach pour des professionnels qui allaient sur le Tour ATP avec le capitaine de la Coupe Davis, avec Björkman, Larsson. Enfin bon, je me suis éclaté vraiment pendant 12 ans, jusqu'en 2000, où je me suis rendu compte que j'avais envie de rentrer. Je connaissais pas mon père et donc je suis rentré. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant que j'arrête le tennis, j'ai eu une période à Limoges où, pendant que je passais mon brevet d'État, je suis resté 1 an à Limoges chez ma tante et j'ai fait du théâtre. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demande pas pourquoi. D'accord, donc le théâtre est arrivé. Ne me demande pas pourquoi. Ok, donc le théâtre est arrivé. J'ai fait du théâtre et en fait, je suis rentré au conservatoire. Oui, d'accord. Mais j'ai passé des examens. Je ne savais pas pourquoi j'y allais. Non, mais c'est un truc hallucinant. C'est la fille de ma tante qui m'a dit tiens, va voir ce mec, tu vas voir, il va te dire. J'ai appris un texte, je ne sais pas pourquoi. D'accord. C'était Don Juan 2000 de Philippe Avron. Et je suis allé faire dans une salle des entraînements, des trucs. Et à un moment, j'ai lancé mon texte et je suis rentré. Et je ne savais pas que c'était la préparation pour rentrer au conservatoire. Ah oui, carrément. Et j'ai été accepté. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai été pris. On était, je sais pas, 50 sur 150 qui passaient l'examen. Et j'ai été pris. Et donc, j'ai fait 1 an de conservatoire d'art dramatique à Limoges. Et là, le fil rouge est né d'un texte que je devais faire avec un ami à moi qui s'appelle Philippe Rayac et qui s'occupe de la Java des Gaspard à Limoges. S'il m'entend, coucou Philippe, parce que c'était quelqu'un avec qui on a passé énormément de temps et c'était magique. Et on avait une troupe de théâtre qu'on a créée avec donc la Java des Gaspard, mais avec le théâtre de la Passerelle, qui est un théâtre assez connu, parce qu'il y avait Michel Bruzat qui était un maître et qui est toujours un maître et j'ai découvert ce qu'était être nu sur scène. Je me suis vraiment complètement découvert. Et il y a une phrase qui est restée de cette période-là, c'est sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde.
Ça, c'est mon fil rouge de ma vie. Tu peux la redire pour nos auditeurs? Sur quelques préférences, une estime se fonde, mais c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Et ça a été le fil rouge de ma vie, en fait. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui estime un certain nombre de personnes par rapport à ce qu'ils font avec le temps. Et je me suis découvert vraiment par le biais du théâtre. Ça m'a permis de me remettre aussi à plat parce que tu sais, en tant que sportif, tu te crois très fort, très beau, très grand, très... Mais tu l'es. Et Allez. quand tu fais du théâtre, t'es qu'une merde. On te demande de faire la fourmi et à manger des pizzas dans un frigidaire en improvisation. C'est génial. Ça a été vraiment le moment de transition pour moi. Et puis après, je suis parti en Suède, j'ai fait toutes mes trucs. Et je suis revenu en France avec l'objectif de rester avec mon père, qui lui travaillait dans les médias depuis toujours. Il a créé la lettre de l'audiovisuel en 1978. Et il a été rédacteur en chef pendant 35 ans. Il partait le lundi de Brive, il revenait le vendredi avec le fameux train qui malheureusement une fois a explosé avec une ministre à bord et il prenait ce fameux train et donc il faisait les allers-retours et moi en 2000 je suis rentré et puis je parlais très mal français parce que ça faisait énormément de temps que j'étais à l'étranger et donc il m'a dit est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? Je lui ai dit why not? Et on a lancé le guide professionnel de la radio. Et c'est là où j'ai démarré dans le secteur de la radio, à Donzenac. J'étais dans ma maison à Donzenac et on a créé les éditions Haut de Forme en 2001. Wow. Voilà. Et Haut de Forme parce que je m'appelle Chapeau. Ah oui. Mais très fort. Ah oui, bravo. Très, très fort. Et là, je lance donc en septembre une émission qui s'appelle Alors là, Chapeau. Un podcast, tu pourras écouter mon podcast. Ah bah oui, avec plaisir, bien sûr. On écoutera tous ton podcast. Je en parlerai quand il sortira. Donc voilà l'histoire en cours. Mais donc ma vie, c'est trois périodes, parce qu'après, quand je suis parti en Suède, j'ai créé une troupe de théâtre là-bas, avec la méthode Brusa, et j'ai fait une mise en scène des contes de Charles Dickens, des contes de Noël de Charles Dickens, en suédois. 45 représentations au théâtre national, au théâtre national donc de Växjö, qui est une ville comme Brive à peu près. Et c'était magique, quoi. Ouais, et ça, je voudrais vraiment en parler. Tu m'as dit un mot quand on a préparé l'émission et qui m'a beaucoup touchée. Tu m'as dit, moi, ce qui compte, c'est l'immédiateté. J'ai découvert ça sur scène avec Brusa. C'est Brusa qui m'a appris. Et là, tu vois, à chaque pas aventure, moi je dis des aventures de vie, à chaque période de vie, j'ai le sentiment que tu étais pleinement dedans, à 3000, 4000%. Et en fait, c'est un peu ça, ce sentiment d'immédiateté, en fait. Ce serait un peu L'immédiateté, c'est ce qui est le plus dur à trouver dans la vie. C'est ce que les gamins ont et qu'on perd avec les habitudes. Tout à fait. Et ça, j'ai redécouvert grâce au théâtre, grâce aux improvisations beaucoup. Parce que il avait un terme qui était sans arrêt, c'était pouf pouf. Et dans ces deux pouf pouf, c'était tu oublies tout ce que tu as dans la tête et tu laisses ton corps parler. C'est ça l'immédiateté. Et donc si tu as envie de te rouler par terre, aujourd'hui on le fait pas, mais c'est dommage. C'est vrai. C'est dommage. En tout cas, c'était s'écouter aussi que j'entends dans l'immédiateté. C'est-à-dire que tu es disponible à ce qui se passe là, quoi. C'est même pas... Non, c'est vraiment retrouver le côté animal. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Carrément. C'est-à-dire tu déconnectes le cerveau. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait de théâtre d'impro quand tu tires ton mot et quand tu Non, tu tu déconnectes le cerveau. Ah oui. Mais ça demande de l'entraînement. J'y suis resté 1 an quand même. Ah oui. Attends, on était tous les soirs. Le conservatoire, c'était tous les soirs. D'accord. Le matin, moi, je faisais mes cours de tennis. Et le soir, on était de 18h à 22h au conservatoire et tous les samedis. Ouais. Entier. Oui, donc c'est un vrai entraînement. C'est une compétence que tu as. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, quand tu nous parles d'immédiateté, c'est-à-dire que toi, tu sais être pleinement là, maintenant. Ouais. Et je suis très peu dans le passé. J'ai un côté émotionnel très, très linéaire. C'est-à-dire je ne suis pas déçu et je ne suis pas heureux. Parce que c'est même pas heureux, je suis pas déçu et pour moi le bonheur n'existe pas. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et le chercher, ça sert à rien parce que tu le trouveras pas. Donc je le suis, mais c'est vrai qu'émotionnellement je suis assez linéaire. Le seul moment où j'ai été émotionnellement pas linéaire, c'est quand j'ai perdu ma mère. Voilà, oui, bien sûr. C'est tout.
Et ça, je ne m'attendais pas, mais on s'y attend jamais. Oui, ça c'est normal. Bah oui, qui nous regarde certainement. Bien sûr. Un petit coucou. Ouais. Et en tout cas, ce que j'entends, merci pour ce partage, c'est que l'idée, c'est aussi comment est-ce qu'on garde le sourire et dans cette émission. Et je suis aussi touchée parce que c'est pas l'idée, c'est pas de sourire tout le temps ou d'avoir. C'est aussi, comme tu dis, il y a des vrais événements de vie en fait. Ouais. Et puis... C'est la réalité est là. Et tu fais en fonction de ce qui est là, quoi. En fait, le problème, c'est que d'abord, ça sert à rien d'être en conflit. Moi, tous ceux qui me disent les conflits, c'est sain, je trouve ça complètement... Oui, alors après, les conflits, c'est toujours pareil. De niveau... C'est comme quand on arrive à l'hôpital, Mais tu peux ne pas être d'accord. On te demande la douleur, elle est de 1 à 10, elle est de combien? Donc quand quelqu'un te dit le conflit est sain, si ça se trouve, il te parle d'un conflit de niveau 1, c'est-à-dire on n'est pas d'accord sur la fourchette à droite et le couteau à gauche. Mais pour moi, c'est pas un conflit, c'est être pas d'accord. Bah voilà, mais il y a des gens pour qui ça va être un conflit. Heureusement qu'on a le droit de pas être d'accord. Il faut ne pas être d'accord. Bah c'est ça, justement. Il faut montrer aux gamins qu'on n'est pas d'accord. Mais parce que sinon, on devient tous des soldats, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on devienne des soldats. Et puis c'est surtout que c'est important pour soi de se respecter dans ses valeurs et de dire sa parole. Mais tu peux ne pas être d'accord avec le sourire. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ah, tu vois, t'es d'accord. Bon, merci pour tout ça. Et donc, on va arriver à la fin du podcast et on a des questions traditionnelles. Enfin, j'ai des questions d'ailleurs, on sait jeu. Soyons simples. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui rêve de se lancer dans le podcast ou dans la radio? Il faut venir à la radio. J'adore, c'était perfect. Et non, ce qu'il faut, c'est d'abord en avoir vraiment envie et se dire qu'il faut le faire avec... faut avoir quelque chose à dire. En fait, faut avoir un but, un objectif. Tu vois, si par exemple, tu connais rien dans l'IA et tu veux faire un podcast pour justement être un maître en IA, ben, vas-y, lance-toi un podcast parce que tu as vraiment envie. Et si c'est vraiment ce que tu veux savoir et que tu ne connais rien, le meilleur moyen, c'est de lancer un podcast. Par contre, ce qu'il faut imaginer aussi, c'est que c'est très chronophage, que c'est comme lancer une entreprise. C'est ça. Qu'une entreprise que tu lances et que tu mets dans une rue sans en faire la promotion, eh ben, les gens ne viennent pas naturellement. Ouais. Donc, ça veut dire aussi, est-ce que, même si tu n'as pas de modèle économique, il faut quand même penser à un moment, si tu fais que ça, ben, est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Donc, il y a plein de petites questions à se poser quand même, mais le plus important, c'est quelle est la problématique à laquelle tu réponds? Est-ce que c'est une problématique pour toi et que tu es motivé, tu as envie de répondre à cette problématique et là ça va t'aider et donc tu vas continuer à le faire très longtemps? Ou est-ce que tu as identifié quelque chose qui pourrait aider certains à mieux comprendre donc à quelle problématique tu réponds? Et est-ce que tu as vraiment envie? Si tu as vraiment envie, il n'y a pas de problème. Et tu peux en vivre après à terme, mais c'est comme une entreprise. Il ne faut pas croire que ça met moins de temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je voulais d'ailleurs partager, parce que beaucoup de personnes me demandent, moi, pourquoi est-ce que j'ai créé Smile in Brief, et d'ailleurs, tu me l'as demandé aussi. Et parce que je l'autofinance, et finalement, c'est une action bénévole, indépendante et volontaire. Et tout à l'heure, je parlais avec une copine avant de venir faire l'enregistrement, et je lui ai dit, ça me met en joie j'ai besoin, en fait, de rencontrer cette humanité, des gens qui font des choses extraordinaires, qui ont des associations, des activités, une vie. Et j'ai besoin de vivre ce moment-là pour garder confiance dans l'humanité. Et donc, moi, je le fais parce que c'est vraiment mes valeurs d'optimisme et de partage, et j'ai besoin de ça pour vivre. Donc, au début, ça part de moi, en fait, d'une envie. Et après, je pense vraiment que le monde a besoin de voir aussi des faiseurs, en fait, des gens comme toi, qui créent des lieux, qui permettent à des personnes de donner leur parole. Et que c'est aussi un doux équilibre par rapport à tout le bruit dont tu parlais tout à l'heure, qui pour moi, dans les médias aujourd'hui, ne fait pas le job. Et le job, il devrait être aussi qui est sur la réalité qu'on est quand même en 2025, on vit jusqu'à 85 ans, on a tous accès à l'éducation, on n'est pas dans la pire période sombre de l'humanité, je ne pense pas.
Non, après, on a la chance de vivre dans un pays où... Nous, on a la chance c'est pas le d'être cas. d'être en Europe, en Occident. Et donc, du coup, ça me semble tellement important qu'il y ait cet équilibre aussi, après, dans le bruit, qui est un bruit de toutes ces personnes merveilleuses que j'ai rencontrées et qui, en plus, moi, me nourrissent et j'espère nourrissent les auditeurs. Tu vois. Ouais, je pense qu'on est dans une période très compliquée parce que... d'abord, on est dans l'Occident est de plus en plus individualiste. On a tendance à ne plus avoir de famille, même si, encore une fois, je généralise. Oui. Il y a quand même 20%. Il y a une question de l'isolement, il y a une question de la solitude, de l'isolement. Voilà, il y a un isolement et les réseaux sociaux et les téléphones portables qui piquent toute notre dopamine. Les 3 heures de dopamine qu'on a dans un jour. Par jour, c'est les téléphones qui les piquent et le reste du temps, on n'a pas cette dopamine pour notre famille, pour nos proches, pour les gens qu'on croise. Et tout ça fait que c'est compliqué de vivre. Donc, en effet, dès qu'on peut passer du temps les uns avec les autres, et en plus avec un son agréable, et c'est intime, et partager l'intime, et retrouver un peu cette communauté qu'on peut avoir, même si en effet après c'est compliqué parce qu'on rentre chez soi et qu'il faut faire des efforts en fait pour sortir, il faut faire des efforts. On a l'impression maintenant que c'est ça. Après, j'ai l'impression que les jeunes qui sont tombés dedans, comme mon fils ou mes enfants, et qui en effet sont dans ce maelstrom de réseaux sociaux et d'écrans, ça marche par cycle. J'ai l'impression qu'ils vont en sortir et qu'il va y avoir de plus en plus besoin de physique, de rester ensemble, de faire des choses en communauté. Bah, je l'espère en tout cas. Parce que moi, j'y crois. Moi, je crois que, en tout cas, garder le lien, c'était un smile créateur de liens, c'est important en fait. Ouais, et puis c'est super important. Moi, tu vois, et puis du local, en fait, du local entre guillemets, c'est que c'est bien. Ce qui est important, c'est aussi de voir qu'à Brive et ses alentours, Malmort, Saint-Pan, il y a des personnes formidables. Parce que c'est bien beau de regarder les réseaux sociaux et de se dire, lui, il est génial, il est à Paris, lui, il est à Marseille. Mais nous, ici, sur notre territoire, déjà, voyons la terre qui est hyper riche et propice, quoi. Ouais, il y a des choses, il y a énormément de choses fantastiques et nous on en a rencontré parce que je travaillais à un moment assez longtemps pour la chambre de métier, pour le magazine Trait d'Union, que je réalisais, que je maquettais, puisque j'ai aussi ce côté graphiste que j'ai fait pendant assez longtemps. Et on allait voir des gens fantastiques. Chez Ribibi, par exemple, on a fait il y a très 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 longtemps, quand ceux qui font les chapeaux à Combresol, et plein d'artisans, mais il y a des trucs incroyables. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir s'en rendre compte. Oui, et puis c'est bien de les mettre aussi dans... Enfin, certaines personnes, c'est bien d'écouter aussi et de les mettre dans la lumière, en fait. Oui, exactement. Bon, allez, on arrive aux questions rapides. Alors là, c'est un mot. C'est... Quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours? Une anecdote qui t'a fait sourire? Souvenir le plus drôle à Brive? Oh la vache, là, tu me coinces parce que le plus drôle à Brive. Ou ton dernier fou rire? J'en ai pas beaucoup de fou rire. Ok, alors on passe. Si Brive était une chanson, ce serait laquelle? Ah non, bah oui, bah là, je suis obligé, mais bon... non, pas de chanter, mais de dire le titre. Si Brive est une chanson, bah je dirais Au marché de Brive-la-Gaillarde. Ah, ouais. C'est trop facile. Ah oui, mais elle sort pas toujours. Il a jamais été à Brive, d'ailleurs. Oui. Ah ouais? Non. Il a jamais été à Brive. Il a fait Au marché de Brive-la-Gaillarde, mais il a jamais été. Ok, je la mettrai en son alors. Quel est ton endroit préféré à Brive ou dans ses alentours pour te ressourcer? Le parc des Perrières. Perrières, pardon. Le parc des Perrières. Très peu connu, en fait. Et en plus, qui a une histoire. Hein. Ah, je connais pas l'histoire. Ah bah, il y a eu quand même des exécutions là-bas. Ah, ok. Ouais. Pendant les guerres. Très bien. En tout cas, pour toi, c'est un endroit ressourçant. Oui, c'est ressourçant. J'allais avec mon gamin pour faire du vélo. Et, c'est sympa. Ouais, c'est très sympa comme lieu. Une astuce pour faire sourire les gens autour de toi? Les pincées. On la garde celle-là.
à tester rapidement et facilement en plus. Pour terminer en beauté, imagine tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage. Alors là, tu as une campagne d'affichage, on t'offre des abris de bus, des bus, les affichages sur les bus, des 4x3 partout dans Brive et ses alentours. Et tu as le droit d'écrire un message qui donne le smile. Quel message tu écris ? Quel message j'écris je sais pas, souriez, vous êtes filmé. Merci, c'est top. Avec plaisir. J'ai été ravie de te recevoir et que tu me reçois finalement aussi chez toi. C'est la première fois que je suis reçu chez moi dans un podcast. C'était génial. Merci à toi. Merci. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.